Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet extrêmement important pour les Africains. Afin que les Africains puissent avoir une planimétrie, une vision claire de ce qui se passe réellement avec la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, on se pose la question aujourd'hui, la France-Afrique existe-t-elle après la disparition de Foccart? Jacques Foccart, tout le monde connaît Jacques Foccart. Pour en discuter, pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités des marques. À ma droite, nous avons Jean-Louis Lalande. Jean-Louis Lalande est le président directeur général de la société Ramiland Global Group. C'est une société de négoce internationale. Vous êtes spécialiste du Proche-Moyen-Orient, également de l'Afrique. Vous côtoyez les hommes d'État, les entreprises, et également des multinationales. Donc, vous savez les enjeux qui existent réellement en Afrique. Et on va en parler tout de suite. À gauche, nous avons avec nous Monsieur Anissé Mobé, anthropologue social et chercheur. Il va aborder dans ce cadre anthropologique, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement avec l'Afrique. Alors, je me tourne à ma droite pour poser la question à Monsieur Jean-Louis Lalande. Monsieur Jean-Louis Lalande, dites-moi, Foccart est toujours là dans l'esprit des gens? Oui, tout à fait. Effectivement, Monsieur Jacques Foccart est toujours dans l'esprit des gens au niveau des décideurs, en tout cas en France, et même au-delà de la France, parce qu'il a une présence depuis plus de 50 ans, hein, par son réseau, qui existe toujours et qui est sous une autre forme. Sous une autre forme. Alors, on va continuer sous une autre forme. Aujourd'hui, je lis dans la lettre du continent que le Premier ministre Manuel Valls compte aller en Afrique. Et alors, il utilise le réseau Foccart pour pouvoir avoir le marché, pour pouvoir avoir en fait ce que Foccart a pu faire avec l'Afrique. Oui, parce que effectivement, il s'agit d'un domaine stratégique. La France a besoin de l'Afrique, et l'Afrique aussi a besoin de la France, mais la France a plus besoin de l'Afrique parce qu'effectivement, elle a un problème structurel de développement économique actuellement lié à des problèmes de crise en Europe, crise financière. Et l'accès aux matières premières est un enjeu global, un enjeu économique mondial. Vous voyez bien que les Américains, les Chinois, tout le monde s'y met. Les Indo-Pakistanais, tout le monde s'y met, oui, parce qu'effectivement l'Inde est présente aussi en Afrique, hein, ça on ne le sait pas, de plus en plus. Et donc ce qui se passe, c'est que tout le monde cherche à avoir les bonnes connexions et à garder les liens qui existaient déjà auparavant à la période des colonies et après les colonies, et pour pouvoir justement optimiser le schéma industriel des pays occidentaux qui sont, je dirais, en pleine interrogation sur leur structure de développement, sur leur avenir, parce que l'Afrique va se développer. Va se développer au regard de rapports qui existent d'ailleurs, qui parlent de l'évolution de l'Afrique, le rapport Védrine-Bockel et le rapport Jacques Attali, qui montrent clairement que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors, je passe à ma gauche, Monsieur Anissé Mobé. Je commence avec votre livre qui est ici, même pas un livre, c'est un travail documenté, un travail universitaire, qui parle de l'année francophone internationale, où vous avez travaillé sur un dossier essentiel, les 60 ans du monde diplomatique, donc par Anissé Mobé. D'après ce que vous avez fait comme travail anthropologique, on peut se poser la question si aujourd'hui l'Afrique est indépendante. Oui. L'année francophone internationale est une publication conjointe de l'Université Laval au Québec et de l'École supérieure du journalisme. J'y coordonne, plus je suis membre du comité de rédaction des dossiers thématiques, et les dossiers auxquels vous avez fait allusion concernaient le monde diplomatique, que j'ai coordonné avec une journaliste du monde diplomatique, Anne-Cécile Robert. Vous savez que chaque 2 mois, le monde diplomatique publie un grand dossier, manière de voir. Il a participé d'ailleurs. Il a déjà consacré au moins 3 de ces manières de voir à l'Afrique. C'est dire que le regard du monde diplomatique sur l'Afrique est dénué des préjugés, comme on en trouve souvent dans d'autres médias français. Alors maintenant, nous évoquons Jacques Foccart. Moi, je suis africain.
vraiment originaire d'un pays qui est le plus africain des pays d'Afrique. Birago Diop, un de nos grands poètes, dans Souffle, dit voilà, ceux qui sont morts ne sont pas partis. Ils sont dans l'ombre qui s'épaissit. Parce que chez nous, les Africains, les morts ne subsistent pas. Tout simplement, elles existent parce que leur essence subsiste. Je pense que c'est le cas des Foccart. Mais il faut éviter de trop fantasmer sur ces personnages hors du commun. Sinon, on risque d'édulcorer les analyses et surtout de créer beaucoup de confusion. Foccart est aux affaires, secrétaire général de l'Élysée chargé de l'Afrique, à partir de 1958. Mais en réalité, quand on parle de l'héritage Foccart, mais Foccart lui-même aussi est un héritier de ce qui s'est passé en France sous la 4e République. 2 exemples, 2 petits rappels. Vous savez, en 1979, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, M. Louis de Guéringo, déclarait, voilà, l'Afrique est le seul continent qui soit à la portée de la France, à la mesure de ses moyens, où la France peut encore changer le cours des choses, le cours de l'histoire. C'est en 1979. Mais déjà dans les années 50-51, Mitterrand parlait de l'Afrique, puisqu'il était ministre d'Outre-mer, que l'Afrique, c'est les domaines réservés de la France. Deuxième exemple, pour ne pas trop se focaliser sur Jacques Foccart, on savait en 1979, Foccart n'est ni à l'Élysée, ni à Matignon. C'est Giscard d'Estaing qui est président de la République et Raymond Barre, Premier ministre. Deuxième exemple, justement, c'est sous septennat de M. Giscard d'Estaing que la France va élargir le périmètre à la fois géopolitique, géostratégique de ce qu'on appelle le précaré, puisque la France va intervenir militairement dans l'ex-Zaïre, qui n'était pas une colonie française, à 2 reprises. Deuxièmement, c'est à ce moment-là aussi que la France va intégrer le Rwanda dans le précaré. Et surtout, la France intervient au Tchad contre la Libye, et aussi dans les conflits, enfin si on peut appeler ça conflit, du Sahara occidental. Donc vraiment, et puis surtout que la France va renverser Bokassa. Donc ça, ce n'est plus Foccart qui est à l'Élysée à ce moment-là. Les réseaux sont toujours activés, les réseaux Foccart sont toujours activés. L'être humain ne peut pas être là, mais... Est-ce toujours le même réseau? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Non, je veux dire par là qu'effectivement, il faut parler des réseaux, il faut parler de pourquoi et comment ce que Foccart a fait ou a défait subsiste encore jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Alors, jusqu'à ces jours, ce qu'on peut observer, on a vu les situations que les Africains vivent aujourd'hui. On se demande, est-ce que la France protège-t-elle les dictateurs? On a vu avec l'histoire de Burkina Faso. Comment la France a utilisé son armée, vous allez répondre à cela, comment la France a utilisé son armée pour extirper un homme qui était à la Vindicte populaire, monsieur, bien entendu, Blaise Compaoré. Alors, le problème il faut comprendre 2 choses. Je pense que, c'est à titre personnel que je vois ça, le problème de la France est un problème essentiellement stratégique au niveau des matières premières. Donc le fait qu'il y ait des dictateurs, oui, mais au niveau militaire, effectivement, parce qu'il faut forcément un homme en face pour signer des accords militaires avec un pays. Or la France a su, à un moment donné, se servir de ça pour justement avoir son emprise sur l'Afrique, parce qu'elle savait que si elle lâchait l'Afrique, elle perdait tout. Pour elle, ce sont les joyaux de la couronne, en quelque sorte. Parce qu'elle est issue d'un empire, l'empire colonial a existé, elle a perdu donc ces pays qui sont devenus indépendants, mais en même temps, elle a souhaité garder une emprise sur ces pays afin que justement, ils ne puissent pas sortir du giron politico-économique et militaire de la France pour justement permettre à la France de se développer et en même temps de garder le précaré nécessaire à sa présence sur le continent, omniprésence sur le... Et donc garder des dictateurs, c'était pas leur souci, c'était avoir accès aux matières premières. En Tunisie, et 3 jours avant la chute de Ben Ali, Michel Alliot-Marie proposait le savoir-faire français pour régler la situation militaire, sécuritaire
tunisienne. Et alors, quand le président a été destitué, M. Henri Guénon dira ouvertement que plus tard, on a raté la révolution. Donc la France est toujours à la traîne par rapport à ces... Et aussi, Jean-Pierre Raffarin dira la France est dans la complaisance au régime qui était théorisé au plus haut niveau. Donc ce qui fait que la France complote contre les Africains avec les dictateurs qui sont au pouvoir. Je pense même que, moi je dirais même que la France complote contre ses véritables intérêts. Quand vous citez Michel Alliot-Marie par rapport à la Tunisie, mais on peut aussi citer Hervé Descharette, ministre des Affaires étrangères, lorsque, au mois de mars 1997, M. Descharette déclare que le maréchal Mobutu est la seule personne, le seul qui peut encore constituer, refaire le Congo, alors même que la rébellion progresse inexorablement. 2 mois plus tard, Mobutu chutait. Tout à l'heure, il a été évoqué les matières premières et puis les intérêts stratégiques. J'ajouterai aussi géopolitique et diplomatique. Voilà la France, quand vous dites complote avec les dictateurs. Mais vous savez, De Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Vous savez, en 1966-67, la France soutient la sécession biafraise, du Biafra, c'est-à-dire la désintégration du Nigeria. Or, c'est déjà en 1957, lorsque François Mitterrand, ministre d'Outre-mer, va assister au Ghana, à l'indépendance du Ghana. Mais il va fustiger la Grande-Bretagne d'avoir accordé l'indépendance au Ghana parce qu'il se rend compte que la France risque aussi d'être entraînée dans cette mouvance-là, ce qui peut porter atteinte à ses intérêts. Et donc, soutenir le Nigeria, c'est un pays anglophone, pour éviter que les Nigériens n'écrasent le petit pays client de la France. Deuxièmement, matière première et puis géostratégique. Effectivement, je pense que souvent, dans nos analyses, on n'accorde pas l'importance qu'a les intérêts, notamment accès aux matières premières. 2 exemples très récents. Lorsque le président Sarkozy se rend au Congo, donc en RDC, une heure avant son arrivée, Madame Lauvergeon, président d'Areva, arrive en jet privé presque en catimini pour finaliser des accords qui permettaient à Areva, comme ça, presque de rafler l'uranium du Congo, sans que personne n'en parle. Deuxième exemple, c'est l'Empire Bolloré. Vous êtes en train de prendre complètement mon sujet. L'Empire Bolloré dans différents pays africains, notamment en matière des ports. Et donc, alors, on va rester là, puis on passera la parole à notre ami Jean-Louis Lalande. Alors, avec Bolloré, on voit, c'est quand même extraordinaire, quand il y a un voyage organisé par l'Élysée, où le président de la République a effectué les derniers voyages en Afrique, les 3 pays en Afrique, on a vu, dans les bagages de la présidence, il y a Bolloré. Toujours Bolloré, avec cette histoire de chemin de fer et également de port. Comment on pourrait expliquer cela? Mais tout simplement parce que la France, sur le plan économique, tellement intégrée dans l'Union européenne, il faut doit disposer comme ça d'un hinterland où elle peut facilement puiser les matières premières qui lui permettent de tenir son rang au sein de l'Union européenne et même aussi face au FMI et à la Banque mondiale. Donc ça c'est un. Et deuxièmement, l'accès à ces matières premières-là est facilité par des réseaux politiques, c'est-à-dire les soutiens aveugles des chefs d'État, des chefs de gouvernement de ces pays où on peut trouver ces matières premières. Donc tout simplement, il ne faut pas s'étonner que M. Bolloré, c'est le plus visible, mais il y en a d'autres aussi, puisse être toujours dans les bagages du chef de l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, parce que sur le plan social aussi, ça crée des emplois ici en France, et donc ça fait aussi des recettes fiscales, et donc indispensable à l'État français. Indispensable à l'État français, et bien sûr, vous avez un temps de parole assez important. On passera la parole à notre ami Jean-Louis Lalande. Alors, on a vu l'illustration de ce qui s'est passé au Bénin avec Lionel Zinsou, qui devient, bien entendu, le premier ministre d'un pays où
la Constitution a été foulée aux pieds, en réalité. On a choisi un homme, après une discussion à l'Élysée au mois de juillet dernier, entre Boni Yayi et il y avait Hubert Védrine, les trois, Hubert Védrine, Zinsou et bien entendu Boni Yayi. Ils ont fait de la sorte de mettre cet homme à la primature. Voyez-vous, par rapport à cela, qu'il y a la pérennisation de la France-Afrique? Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je disais qu'effectivement que le réseau est sous une autre forme. Il y a toujours les mêmes connexions, elles sont certes différentes, mais elles sont présentes parce que de toute façon en Afrique, l'Afrique, entre pays eux-mêmes, il y a des connexions. Ces réseaux sont tellement influents qu'ils peuvent empêcher ou ils peuvent faire mettre en place un candidat ou une personne qui est en faveur pour la géopolitique et géostratégique et militaire de la France, parce qu'on le voit bien par exemple au Mali, on le voit bien effectivement au Bénin, on le voit bien actuellement. Donc ces réseaux sont toujours, je ne dirais pas actifs, tels que nous l'avons connu, mais ils ont, comme dit notre ami monsieur Anis Bobé, la présence est qu'ils ont un problème structurel maintenant en France. C'est que s'ils ne le font pas, ils se retrouveront sans accès aux matières premières, sans accès au réseau africain, et l'Afrique se développera sans la France, et la France ne pourra pas tenir son rang de présence au niveau mondial, ce qu'elle a pu tenir en Outre-mer, parce qu'effectivement, elle se retrouvera concurrencée de facto, elle est déjà concurrencée de facto par les grandes puissances partenaires, Angleterre et autres. On a regardé le dernier rapport Bockel, j'ai feuilleté ce rapport avec 500 pages, c'est assez aussi... C'est énorme, indigeste aussi également. Alors, c'est technique, hyper technique. Alors, je me suis rendu compte d'une seule chose, il y a 65 000 entreprises françaises en Afrique, installées en Afrique. Oui. Or, quand on regarde des entreprises indo-pakistanaises, on regarde des entreprises chinoises, américaines, alors la France à la traîne. Donc, c'est de là où la France veut placer ses hommes, enfin, de tout caporaliser, mon cher ami Anis Mobé. Et quand on voit l'illustration bien de cette histoire du Bénin, où la Constitution, vous terminez avec ça, où la Constitution a été complètement foulée aux pieds. Si vous me permettez, c'est qu'il y a une erreur qui a été commise par la France. C'est d'avoir pensé que les Africains n'auraient pas évolué, ou du moins l'Afrique n'aurait pas évolué, et qu'on a toujours infantilisé l'Afrique. Et donc, ça a été la grosse erreur de la France de ne pas penser, comme les anglo-saxons, que c'était un win-to-win, un partenariat d'échange gagnant, certes, ancienne colonie, mais un développement pour tous, ou au bénéfice de la France, qui pourrait continuer à rayonner telle qu'elle l'était auparavant sous De Gaulle. Parce que De Gaulle a été une référence pour eux, pour tout le monde. Pas référence pour tout le monde d'ailleurs, parce que aussi il traîne des casseroles. Il traîne des casseroles, mais je veux dire globalement. Et donc, si je ne parle pas de Foccart, parce que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs sous Foccart, mais je dis que si on garde l'idée qu'on avait eu ce partenariat avec l'Afrique dans un sens intelligent, mais dans une moralité importante, ou comme les Anglais ont su le faire, mais avec leur méthode, je pense qu'effectivement que la France aurait pu effectivement être vue autrement actuellement en Afrique, et notamment avec la présence une présence différente. Le discours de Dakar, le discours... Oui, on allait en revenir. Alors, vous êtes, je m'attarde encore par rapport à ce que vous faites. Vous êtes chef d'entreprise, la vision assez élargie, vous avez une observation assez approfondie par rapport à tout ce qui se passe. On s'aperçoit que, coûte que coûte, la France veut reprendre le dessus. Veut revenir, oui. Revenir ou reprendre le dessus? Elle veut reprendre le dessus. Elle veut reprendre le dessus. Tout en marchant sur le principe fondamentaux de la démocratie ou des droits de l'homme. On ne peut pas le dire comme ça. Ils ne le diront pas. Mais oui et non. Je vais rajouter un élément et vous allez compléter. Depuis 1997, Foccart disparaît à la scène politique, il n'est plus là.
D'abord, elle a essayé de sauver Mobutu, parce qu'on revient sur la RDC. De sauver Mobutu, les Américains envoient l'envoyé spécial Richardson pour aller dire à Mobutu de quitter le pouvoir. C'était l'envoyé spécial, personnel de M. Clinton. Foccart, dans son lit d'hôpital, si on veut, active ses actions pour sauver les 32 ans de Mobutu. Voyez-vous, on est encore là, dans la dictature, la vraie dictature. Bon, alors, oui, au début j'ai dit, voilà, il ne faut pas trop se focaliser sur Foccart, parce qu'il n'y a pas que Foccart qui a tenté de sauver Mobutu in extremis. Il y a eu aussi d'autres réseaux. Pasqua, par exemple, puisqu'il est allé voir Mobutu quand il était hospitalisé en Suisse pour engager notamment des mercenaires. On a engagé notamment des Serbes, tout ça, mais ça n'a rien donné, évidemment. Deuxièmement aussi, il y a des rivalités franco-françaises par rapport à l'Afrique. Puisqu'à l'époque où il était Premier ministre, M. Alain Juppé, avec l'appui de Dominique de Villepin, à l'époque c'était général de l'Élysée, M. Juppé a tenté de réformer, de rénover la politique africaine, entre guillemets, de la France, parce que ça n'existe pas, mais il a été combattu par d'autres réseaux, alors même qu'il est du RPR, Chirac est du RPR. Donc en réalité, les réseaux Chirac, on retrouve des gens comme Michel Roussin, très proche de Bolloré qu'on a évoqué ici, eh bien ces réseaux, les réseaux Chirac, l'Africain comme on l'appelait, étaient à l'opposé de conceptions, de logiques que voulait introduire Alain Juppé. Si bien que d'ailleurs ça n'a rien donné. D'autre part aussi, non seulement de rivalités franco-françaises, mais aussi sur le continent africain, des rivalités franco-belges, des rivalités franco-américaines. Et pour le moment, quand notre ami Lalande dit voilà, la France veut revenir et prendre le dessus, ça dit que la France, d'autres pays européens ont été surpris par la montée en puissance de la Chine en Afrique. Même si actuellement rien n'indique que la présence de la Chine soit un facteur de progrès, de développement économique et de progrès social pour les peuples africains. Attention, là, vous êtes en train de mettre en mal les contrats léonins qui sont quand même signés de 50 ans, de 70 ans. C'est aussi mettre en péril les économies africaines. Dire que la Chine a ramené une valeur ajoutée, c'est une hérésie. Je dis justement qu'on ne peut pas aujourd'hui affirmer que la présence de la Chine soit un facteur de développement économique, parce que c'est la Chine en Afrique. Ce n'est pas une Chine communiste ou bien socialiste, c'est une Chine capitaliste acquise aux logiques néolibérales. Donc, c'est la même politique que les pays européens. Donc, ça ne nous rapporte rien du tout. En fait, dernier élément, puisque vous avez mis l'accent sur la nomination de M. Zinsou comme Premier ministre. Mais, écoutez, ce n'est pas la première fois. Rappelons-nous, en septembre 1979, lorsque la France a imposé David Dacko en Centrafrique. Ça, c'est lorsque la France impose. Mais parfois, si la France a contribué à éliminer des grands leaders, Barthélemy Boganda, dans un mystérieux accident d'avion, et puis Moumié au Cameroun. Jusqu'à ce jour, les Camerounais continuent encore à payer, comme d'autres pays africains d'ailleurs, l'élimination des leaders politiques qui étaient animés, déterminés à faire profiter aux peuples africains des ressources économiques de notre continent. Alors, de notre continent, quand on parle de notre continent, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment les relations subsistaient à l'époque où les gens étaient en conflit, le gouvernement français, si on veut, l'Élysée, pour dire ainsi, conflit ouvert avec Laurent Gbagbo. On invente cette histoire d'accord de Marcoussis pour essayer un peu d'évacuer cet homme. Ça n'a pas marché, une rébellion qui se met en place avec la force nouvelle. Et ça aboutit à la fin, aujourd'hui, de destituer l'homme qui est aujourd'hui à la CPI, ramené nuitamment à la CPI. Alors, comment on peut imaginer comme ça, on destitue quelqu'un, on remplace quelqu'un d'autre, via bien entendu l'ambassadeur de France qui a été décoré, bien sûr, par rapport à cette action. Je ne suis pas expert, effectivement, pour pouvoir répondre, mais je pense
que ce qui est dans les détails, hein, mais ce que je la veux langue dire... de bois, j'avais dit tout à l'heure, pas de langue de bois, mais en réalité, vous préservez vos intérêts en tant que chef d'entreprise, bien entendu. Non, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tout le monde se pose encore la question à savoir pourquoi, effectivement, lorsqu'il y a des problèmes en Afrique, ce soit toujours les Africains qui soient traduits à la CPI, et qui soient toujours, comme le cas de M. Gbagbo, hein, président de la République, hein, donc qui a été élu, ou démocratiquement, où il y a encore des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre n'ont pas été éclaircies parce qu'il y a une chape de plomb par les différents réseaux dont on parle, hein, qui empêche, entre les réseaux français eux-mêmes qui se combattent, mais il y a aussi les réseaux extérieurs à la France et d'autres pays concurrents à la France qui veulent leur part du marché. On voit bien qu'effectivement, à Sao Tomé, qu'est-ce qui se passe à côté de la Guinée équatoriale? On voit bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des bases militaires partout, pratiquement. Quand le président Gbagbo a été destitué, 2 jours après, à l'Élysée, il y a une cellule de crise où on a convoqué le Gbagbo. Gbagbo, c'est-à-dire Bercy, où c'est regroupé, où 5 ministères sont regroupés. Quai d'Orsay, l'AFD, l'Agence française du développement. Pour vous, ça vous donne quoi comme idée? L'idée, c'est tout ce qu'on a déjà développé ici pendant notre entretien, à savoir maintenir l'influence géopolitique de la France, défendre ses intérêts géostratégiques. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire fructifier les entreprises françaises qui investissent dans ces pays et le rentabiliser au maximum pour que la France puisse toujours continuer à garder son rang de puissance et surtout contrer d'autres concurrents. Non seulement les pays émergents, comme on le croit souvent, mais aussi d'autres pays africains, comme l'Allemagne, par exemple, qui de plus en plus cherche à s'affirmer aussi en Afrique. L'Allemagne n'a pas oublié que elle aussi, elle a possédé des colonies en Afrique, mais que ces colonies lui ont été arrachées à la suite de victoires militaires remportées par les soldats africains au Togo, au Cameroun, où les soldats du Congo belges, ex-belges, se sont battus et où les soldats congolais ont écrasé les armées allemandes au Rwanda, au Burundi, ex-Tanganyika, c'est-à-dire la Tanzanie. Une émission là-dessus, c'est très intéressant d'ailleurs d'en parler. Et donc l'Allemagne n'a pas, l'Allemagne n'a jamais oublié cela et veut revenir sur le continent africain pour aussi prendre de sa part du gâteau. Et donc, la réunion de l'Élysée, il y a eu cette réunion, mais il y en a eu d'autres aussi. Par exemple, les sommets sur la sécurité de l'Afrique qui s'est tenu à l'Élysée. En 2013, le 6 décembre 2013, voilà. Si j'ai bonne mémoire. Mais comment, pour parler de la sécurité de l'Afrique, pourquoi une telle réunion doit se tenir en France et à l'Élysée? Elle doit se tenir en Afrique. Donc c'est là ce qui veut dire que la tutelle militaire et même diplomatique de la France sur certains pays africains est toujours pesante. Alors on terminera avec un pays lusophone. Étonnant que la France puisse intervenir. Le 20 novembre 1977, Alexandre Marèche, qui reçoit discrètement, Marèche qui est le responsable de la DGSE, qui était à l'époque SDCE, qui reçoit discrètement Jonas Savimbi pour le protéger, pour sauver les griffes de ce qui s'est passé, de maintenir, enfin, de puisse exploiter le pétrole et les diamants. Comment cette relation, Mobutu bien entendu a agi pour vous. Donc on veut étendre encore l'hégémonie partout, au-delà de pays, de précarés français. Mais bien sûr, puisque à la suite de cette protection qui a été accordée à Savimbi, malheureusement ça ne lui a pas porté bonheur puisqu'il a été sauvagement assassiné. Mais rappelons-nous, beaucoup plus récemment, la visite du président Sarkozy en Angola, où c'est en Angola... Le président Hollande. D'abord Sarkozy, où il a publiquement déclaré qu'il faut absolument soutenir Joseph Kabila. Donc tout cela, je crois que c'est dans la continuité. Mais dernier élément, puisque vous parlez d'un pays lusophone, je pense que la France n'est pas encore sortie du traumatisme du drame rwandais. La France continue encore à payer son aveuglement. Vous savez, en Belgique, il s'est constitué une commission d'enquête parlementaire au Sénat belge pour examiner les implications
de la Belgique dans les drames rwandais, ce qui a abouti à ce que la classe politique belge demande pardon. Mais en France, on n'a pas eu ce courage politique. On a tout simplement institué à l'époque une mission d'information qui n'a pas le pouvoir d'investigation d'un juge d'instruction. Il faudra sortir de ces cercles vicieux pernicieux. Pardonnez-moi, nous arrivons, vous ne pouvez pas voir le mot de la fin, on arrive vraiment au terme de notre émission, ô combien intéressant, l'émission qui parle, bien entendu, de la France-Afrique. La France-Afrique avec ses réseaux, eh bien, les réseaux continuent toujours, et nous demanderons aux Africains, bien entendu, de veiller au gramme, de faire attention par rapport à leur économie, par rapport à leur démocratie. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.